On passe au pare-feu. Vous avez déjà vu ce que c'est qu'un pare-feu auparavant, mais on va revoir rapidement certaines notions. Donc les pare-feux, ça peut être soit un matériel physique ou un logiciel qui va être conçu pour prévenir l'accès non autorisé d'une ressource dans un réseau privé. Par exemple, vous avez déjà essayé d'utiliser ou plutôt de modifier les règles du pare-feu Windows auparavant quand vous avez, imaginons que vous êtes en train de euh, vous voulez accéder à quelque chose ou laisser permettre l'accès d'un logiciel particulier à Internet, vous pouvez modifier ça dans le pare-feu logiciel de Windows si vous êtes sous Windows. Et j'imagine que dans certains TP, vous avez dû voir aussi IP Tables sous Linux. Tous les deux sont des pare-feux logiciels. Ils sont placés à un point de jonction ou une passerelle entre deux réseaux, un réseau privé et un réseau public comme Internet. Et ils vont examiner tous les messages entrant et sortant du réseau privé et bloquer les messages qui n'ont pas les critères de passage. Donc, qu'est-ce que va faire un pare-feu? Le pare-feu, il va examiner tout le trafic entre deux réseaux et il va voir si les critères qu'il y a sont réunis pour laisser passer le trafic, un paquet ou pas. Donc, il route les paquets entre les réseaux et il filtre le trafic entrant et sortant. Il va gérer des accès publics vers les ressources du réseau privé, par exemple un serveur d'application, et il va enregistrer toutes les tentatives d'entrée au réseau privé et génère des alarmes lorsque des tentatives d'entrée hostiles ou non autorisées sont effectuées. Donc, on peut avoir, finalement, on avait dit comme quoi c'est un élément qui va être entre deux réseaux. Alors, si le pare-feu analyse le trafic et fait du filtrage, c'est quoi la différence entre son travail et le travail d'un IPS? On va y arriver. Euh, c'est plus dans le détail, d'accord? Quand je vais parler des IPS, vous allez voir, enfin, quand je vais parler du détail des pare-feux d'abord, et ensuite je vais parler des détails des IPS ou des IDS, vous allez voir c'est quoi la différence et euh, pourquoi on peut avoir besoin de l'un des deux. Okay. Donc, il va être entre deux réseaux. Alors, pas forcément un réseau public et un réseau privé, ça peut aussi être entre deux zones d'un même réseau, d'un réseau d'entreprise où je veux séparer la zone euh, des machines des employés de la zone des serveurs, par exemple. À ce moment-là, je vais pouvoir mettre aussi je peux aussi mettre un pare-feu entre ces deux-là. Donc, en fait, c'est le partage entre deux zones. Ce partage entre deux zones, il va voir tous les paquets qui vont passer, qui vont arriver à son niveau, qu'ils viennent d'un côté ou qu'ils viennent de l'autre. Et quand les paquets vont arriver à son niveau, il va vérifier les règles qui ont été programmées. Et si le paquet correspond à une règle qui l'autorise à passer, il passe. Si le paquet ne correspond à une règle qui l'interdit de passer, il ne passera pas. Donc, on a plusieurs architectures de pare-feu. On a, on va avoir ce qu'on appelle un nœud bastion. Alors, un nœud bastion, comme ici, c'est un système qui est désigné et configuré pour protéger les ressources du réseau d'attaque. Donc, c'est lui qui va être en fait in the front line, si on veut. En premier, euh, en première ligne, voilà, c'est ça le terme.
Donc, le trafic entrant ou sortant du réseau va passer par le pare-feu et le pare-feu va avoir deux interfaces. Une interface publique directement connectée à Internet et une interface privée connectée à intranet. Donc, vous voyez ici deux interfaces. On a le sous-réseau filtré ou DMZ, où on va avoir ici une DMZ qui va contenir les autres qui vont offrir des services publics, par exemple un serveur web, un serveur mail, et d'autres types de services qui peuvent être offerts. Il va donc, ce qui se trouve dans la DMZ va répondre aux requêtes publiques. Tandis qu'il va y avoir aussi une zone intranet ou une zone privée qui ne peut pas être accédée par les internautes. Ça veut dire que si quelqu'un est sur Internet et qui veut accéder, imaginons au serveur web qui est là, il va pouvoir accéder au serveur web parce qu'il va y avoir des autorisations sur le pare-feu lui permettant d'envoyer la requête web au serveur web et il va recevoir la réponse. Par contre, s'il veut envoyer une requête à une machine sur intranet, il ne peut pas envoyer de requête depuis Internet vers une machine qui est dans le réseau privé parce que le pare-feu va le bloquer. Et on a les pare-feux multirésidents. Ici, ce sera un pare-feu avec deux interfaces ou plus et il va permettre une subdivision du réseau basée sur les objectifs de sécurité de l'organisation. Vous allez avoir ici deux pare-feux. Un pare-feu qui va avoir des règles spécifiques qui vont être, en fait, ce pare-feu va avoir des règles qui vont être plus strictes que ce pare-feu, si vous préférez. Puisque ce qui va venir d'Internet et qui doit partir vers la DMZ doit être autorisé dans le premier pare-feu, mais par contre, le deuxième pare-feu va empêcher l'accès depuis Internet vers l'intranet et ainsi de suite. Donc la zone démilitarisée, j'en ai parlé juste avant, c'est quoi? C'est un réseau qui sert de tampon entre le réseau interne, qui est de confiance, et Internet. Elle peut être créée en utilisant un pare-feu avec trois interfaces ou plus, et chacune va avoir des rôles spécifiques, chaque interface. Comme le réseau de confiance, donc là, on va avoir à une des interfaces, il va y avoir le réseau de confiance, à une autre interface, il va y avoir la DMZ, et à une autre interface va être connecté le réseau externe. Ensuite, on va avoir d'autres types de pare-feux. Je vous avais dit, on a parlé des pare-feux matériels et des pare-feux logiciels. Alors, en quoi le fait d'avoir un pare-feu matériel est meilleur qu'un pare-feu logiciel ou vice-versa, et dans les points suivants. Alors, le pare-feu matériel, on sait que finalement, ce sera un matériel qui va être autonome, et donc, ou bien qui va venir, qui va faire partie d'un routeur, et donc la puissance de calcul, etc., va être finalement se concentrer sur la fonction de pare-feu. Le trafic réseau est filtré en utilisant des techniques de filtrage de paquets et il est utilisé pour filtrer le trafic réseau pour de gros réseaux. Donc, quand on va avoir des réseaux avec un gros débit qui va passer au travers, on va préférer un pare-feu matériel à un pare-feu logiciel pour des raisons de calcul, vitesse de calcul et ainsi de suite.
Tandis que le parfum logiciel, c'est un logiciel qui est installé sur un ordinateur comme tout autre logiciel. Il est utilisé pour filtrer le trafic pour des utilisateurs individuels. Donc, vous avez tout à chacun, vous allez avoir un pare-feu sur votre propre machine. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez le pare-feu Windows, vous allez avoir iptables sur Linux et ainsi de suite. Il est utilisé pour filtrer le trafic pour des utilisateurs individuels et il ne filtre que le trafic pour l'ordinateur sur lequel il est installé et pas tout le réseau. Alors vous allez me dire, mais madame, on peut mettre un pare-feu logiciel sur une machine et puis le mettre comme étant, ce sera lui qui va être le pare-feu pour le réseau au complet. Oui, on le peut. Il faudrait que la machine ait au moins deux cartes réseau, deux cartes réseau, une connectée à un premier réseau et une autre connectée à un deuxième réseau. Mais contrairement au pare-feu matériel, il va être limité par le matériel sur lequel le pare-feu logiciel est installé. Et puis, ce logiciel est installé sur une machine qui a un système d'exploitation qui est généraliste. Tandis que pour un pare-feu matériel, ce qu'il y a sur le pare-feu matériel, c'est vraiment spécifique. Et donc, il va y avoir des ressources de la machine qui ne vont pas être utilisées pour le filtrage. Ce qui est donc ça va avoir certaines limites, en d'autres termes. Donc si on voit la différence d'un point de vue réseau, on va voir comme le pare-feu matériel, c'est un matériel que vous pouvez voir, qui fait généralement partie d'un routeur, hein, tandis que le pare-feu logiciel, ça va être installé sur une machine, sur un PC, une machine, et donc il va y avoir d'autres types de limites. Les avantages du pare-feu matériel, c'est que, de un, d'un point de vue sécurité, il diminue le risque de sécurité et augmente le niveau de contrôle de sécurité, puisque il, la, il y a moins de chances qu'il y ait des vulnérabilités que si vous êtes sur un pare-feu logiciel. Alors, je ne parle pas je parle des problèmes de sécurité qu'il y a déjà sur le pare-feu, mais en plus, quand on est sur un pare-feu logiciel, vous allez avoir des problèmes de sécurité qui sont inhérents au système d'exploitation utilisé. Et donc, on va avoir le risque est plus élevé sur un pare-feu logiciel que sur un pare-feu matériel. Cela ne va pas enlever tous les risques, bien évidemment. La vitesse, il va initier des réponses plus vite et permet un plus grand trafic. Si on installe l'ISO de PF5 sur un serveur et on fait passer tout notre trafic par PF5, est-ce que c'est une solution valable ou bien ça reste loin d'un véritable pare-feu matériel? En fait, le choix va dépendre de plusieurs choses, de plusieurs paramètres. Entre autres, le budget que vous avez, parce que justement, l'inconvénient, c'est que les pare-feux matériels sont plus chers qu'un pare-feu logiciel, forcément. Et donc, c'est plus. Et puis, ça dépend aussi de quelle est la bande passante utilisée, et ainsi de suite. Donc, est-ce que ça vaut le coup de... Alors, maintenant, je vous pose la question. Le serveur, il est utilisé que pour faire un filtrage, que pour faire le filtrage, ou bien il est utilisé pour autre chose? Juste pour le filtrage.
ça n'a pas de sens d'utiliser un serveur rien que pour le filtrage, alors que probablement si vous prenez le coût de revient de ce que vous avez proposé par rapport au coût de revient d'un parfum matériel équivalent, la probabilité est que le parfum matériel soit moins cher. Dans l'équivalence, hein. Si on prend les mêmes capacités, etc. D'accord, d'accord. Euh, En gros, un pare-feu matériel, c'est genre une machine sur laquelle on a installé un pare-feu, donc ça revient au même, non? C'est pas. Généralement, on n'installe pas le pare-feu, ça fait partie de l'OS du matériel. Euh, Vous avez vu, par exemple. Exactement. Vous avez vu, par exemple, en TP réseau, probablement, vous avez dû voir les routeurs et les switches que vous avez gérés auparavant. Et ils ont tous les deux, des mini systèmes d'exploitation qui vont être spécialisés là-dedans. C'est la même chose pour le pare-feu matériel. Voilà, selon le type de matériel. Donc pour Cisco, ce sera un iOS et pour d'autres, grosso modo, c'est des mini systèmes d'exploitation spécialisés dans leurs tâches, contrairement à un serveur. Euh, Donc, je disais la vitesse, il va initier des réponses plus vite et permet un plus grand trafic. Et il va y avoir une interférence minimale puisque c'est un composant réseau séparé. On va avoir donc une interférence minimale puisqu'on disait c'est un composant réseau séparé. Il va permettre une meilleure gestion et il permet au pare-feu d'être éteint ou on peut le bouger ou le reconfigurer sans beaucoup d'interférences pour le réseau. L'inconvénient ou les inconvénients, c'est que c'est plus cher qu'un pare-feu logiciel, il est difficile à implémenter et à configurer, et il utilise plus d'espace et nécessite un câblage. Le pare-feu logiciel va avoir d'autres avantages et d'autres inconvénients. Il est moins cher qu'un pare-feu matériel, il est idéal pour une utilisation personnelle ou domestique, il est plus facile à configurer et reconfigurer, et comme inconvénient, c'est qu'il va consommer des ressources système, il est difficile à désinstaller et il n'est pas approprié pour les environnements nécessitant des temps de réponse rapides. Donc, pour les technologies de pare-feu, on va avoir plusieurs. On a le filtrage de paquets, passerelle de niveau circuit, les pare-feux applicatifs, l'inspection multicouche avec état, les proxys d'application, les réseaux virtuels privés, donc VPN, et la translation d'adresses réseau. Donc tout ça, on peut les retrouver au niveau d'un pare-feu. Pas forcément tous en même temps, mais on peut les retrouver dans les pare-feux. Donc, oui, le NAT. Translation d'adresse réseau, c'est le NAT. Pardon. Donc, dans les technologies de pare-feu, technologies pare-feu, si on devait les comparer au modèle OSI, on va voir quoi? On va voir comme quoi le VPN va se retrouver sur plusieurs couches. Couche application, couche présentation, couche session, couche transport, couche réseau et couche lien de données. Tandis que les proxys d'application, comme leur nom l'indique, vont travailler sur la couche application. Au niveau session, on va retrouver les Circuit Level Gateways. Dans la couche transport, ainsi que la couche réseau et lien de données, on va retrouver le filtrage de paquets. Tandis que dans la couche réseau, on va retrouver les Stateful Multilayer Inspection. Donc, si on voit chacun de ces éléments, ou plutôt la majorité de ces éléments,
je ne pense pas, on ne verra pas les VPN normalement. Donc le pare-feu à filtrage de paquets, il va travailler au niveau de la couche réseau du modèle OSI, alors plus spécifiquement, et ils font partie généralement d'un routeur. Chaque paquet va être comparé à un ensemble de critères avant d'être transmis. Donc, quand un paquet va arriver au pare-feu, qu'il vienne de l'intérieur vers l'extérieur ou bien de l'extérieur vers l'intérieur, il va y avoir un ensemble de critères qui vont être vérifiés, ce qu'on appelle généralement des ACL. Selon le paquet et les critères, le pare-feu, soit il va abandonner le paquet, soit il va le transmettre, ou encore il envoie un message à l'expéditeur. Les règles peuvent inclure les adresses IP source et destination, les numéros de port source et destination et le protocole utilisé. Par exemple, ça peut être protocole au-dessus de l'IP si c'est du TCP ou de l'UDP, par exemple. Donc, les pare-feux qui vont faire du filtrage de paquets ou les pare-feux filtrants vont se concentrer sur un paquet individuel. On ne va pas voir toute une session. On ne va pas se baser sur le passé pour se décider sur pour prendre une décision sur le paquet qui est au niveau du pare-feu. Et donc, il analyse les informations dans l'entête de ces paquets pour savoir s'il laisse passer ou pas. Donc, les décisions de filtrage vont se passer sur les deux adresses IP, sur ces destinations, les ports sources et destinations TCP ou UDP, les flags TCP si on est devant un protocole TCP, un paquet TCP, le protocole utilisé, la direction entrante ou sortante, ce que vous retrouvez en anglais comme étant ingress et egress, et l'interface par lequel elle est en train de passer. Le paquet est en train de passer, pardon. La passerelle de niveau circuit, elle, va travailler sur la couche au-dessus. Couche transport, couche session du modèle OSI. Donc, les informations envoyées à un ordinateur distant vont passer à travers une passerelle de niveau circuit qui va apparaître être originaire de la passerelle. Il va monitorer les requêtes et créer des sessions et déterminer si ces sessions sont autorisées. Donc là, il permet ou empêche des flux de données et pas des paquets individuels. Soit j'autorise le flux, soit j'interdis le flux. Pardon. Les pare-feux applicatifs vont être sur ou bien les pare-feux proxy vont travailler sur la couche application. Et là, le trafic entrant et sortant va être restreint aux services qui sont pris en charge par le proxy. Et toute requête pour d'autres services sont refusées. Si vous avez un proxy web, tout trafic FTP, Telnet, SSH, etc. va être interdit par le proxy web. Seules les requêtes web requêtes et réponses, pourront passer au travers ce pare-feu. Donc, il examine le trafic et va filtrer selon des commandes spécifiques aux applications. Si on parle d'un proxy web, on va avoir finalement des méthodes, pour HTTP, on va avoir des méthodes du type post, get, etc. Et c'est sur ces méthodes-là et les données qu'il va y avoir à l'intérieur que les paquets vont être analysés et autorisés ou non. Donc pour les pare-feux applicatifs, on a deux modes de fonctionnement, un mode actif et un mode passif. Dans le mode actif, il va examiner toutes les requêtes entrantes il va inclure le message échangé à la recherche de vulnérabilités connues, par exemple
les injections SQL, la falsification de cookies et paramètres, les attaques XSS, etc. Un exemple de pare-feu applicatif que vous avez peut-être entendu parler, c'est le WAF, qui est juste pour dire Web Application Firewall. Mais c'est aussi, donc, vous avez probablement dû en entendre parler auparavant, ou peut-être lu quelque chose qui était écrit WAF. En fait, WAF, c'est pour dire Web Application Firewall, c'est tout. Donc, les requêtes jugées authentiques sont autorisées à passer. Tandis que dans le mode passif, ici, il va fonctionner comme un IDS, dans le sens où il ne va pas rejeter les requêtes activement. Si une attaque potentielle va être découverte, mais il va juste émettre une alerte. Donc, les avantages de ces pare-feux applicatifs, c'est que les services proxy sont utiles pour loguer puisqu'ils peuvent comprendre les protocoles applicatifs et permettent une journalisation efficace. Oui. Oui, c'est un type de pare-feu, oui, sauf que en fait, son but est un peu différent. Mais oui, oui, oui. Je crois qu'on va voir ce que c'est qu'un reverse proxy après, si je me rappelle. Donc les services proxy sont utiles. Les services proxy aussi vont réduire la charge sur les réseaux puisqu'ils sont capables de faire des caches, des copies des données qui sont souvent demandées. Donc si j'ai un proxy web qui va être devant un serveur web, quand il va y avoir une première requête vers le serveur web, si il n'y a rien dans le cache de ce proxy et que la requête tout va bien, il n'y a pas de problème, etc. Il va laisser passer il va envoyer la requête au serveur web, puis le serveur web va répondre au proxy. Le proxy va mettre en cache la réponse, puis il va envoyer la réponse à l'autre qui a qui a fait la requête. Quand un deuxième hôte envoie la même requête, si à ce moment-là, le proxy ne va pas envoyer il n'aura pas besoin d'envoyer la réponse, d'envoyer la requête au serveur web, puisqu'il a déjà la réponse qui est dans son cache. Et il va renvoyer la réponse directement. Donc, ça, c'est pour un serveur proxy. Pour un reverse proxy, on va voir normalement juste après, le travail qui va se passer, c'est un peu l'inverse. Le reverse proxy, il ne va pas protéger des serveurs, il ne va pas être là pour protéger des serveurs, mais il va être là pour protéger des clients. Donc là, ce sera les clients d'un réseau vont envoyer leur requête au reverse proxy. Imaginons que vous ayez un réseau d'une centaine d'employés, une centaine de personnes. Quand ils vont envoyer leur requête va passer par le proxy. Le proxy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la requête et c'est lui qui va renvoyer la requête aux différents serveurs selon ce qui a été demandé. Quand il va avoir la réponse, le proxy ici, le reverse proxy va vérifier la réponse, qu'il n'y a pas de problème, tout comme il a vérifié la requête. Puis, s'il n'y a aucun problème dans la réponse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enregistrer dans son cache et envoyer la réponse au client. Maintenant, quand un autre employé, donc imaginons
que vous ayez deux employés qui ont envoyé la même requête. Quand le deuxième employé va envoyer la même requête que le premier employé, le proxy, le reverse proxy, il ne va pas envoyer la requête vers un serveur sur Internet, serveur web sur Internet, puis attendre la réponse. Il a déjà la réponse dans son cache. Et donc, il va envoyer la réponse qu'il a dans son cache. Donc là, le reverse proxy, il est plutôt là pour protéger des clients, les clients d'un réseau ou les hôtes d'un réseau, tandis et diminuer la charge, bien sûr, etc. Tandis qu'un proxy, non pas un reverse proxy, il est là pour protéger les serveurs d'application. Voilà, c'est un peu ça la différence. Donc c'est juste que l'un travaille dans un sens et l'autre travaille dans l'autre sens. Donc les inconvénients d'un proxy applicatif, c'est que les services proxy traînent par rapport aux services non proxy jusqu'à ce qu'un logiciel proxy adéquat soit disponible. Et chaque service dans un proxy peut utiliser différents serveurs. Les services proxy peuvent aussi nécessiter des changements chez le client, des applications et procédures. Un autre pare-feu, c'est ceux qui vont utiliser l'inspection multicouche avec état. Donc dans ce cas-là, il va combiner les aspects des trois autres types de pare-feu: filtrage de paquets, passerelle de nouveau circuit et pare-feu applicatif. Les filtres Ici, il va filtrer les paquets au niveau réseau du modèle OSI pour déterminer si les paquets de session sont légitimes et évalue les contenus de paquets au niveau de la couche applicative. Donc, il va y avoir plusieurs niveaux de filtrage pour chaque paquet. Maintenant, on a vu différents types de pare-feu, etc. On va parler des limitations de ces pare-feux. Donc, le pare-feu ne protège pas les réseaux des nouveaux virus, des backdoors et d'attaques venant de l'intérieur. Donc, si vous avez, par exemple, une backdoor qui est installée au niveau d'une machine qui se trouve dans votre réseau interne, enfin, dans le réseau que le pare-feu est censé protéger, généralement, ces backdoors c'est eux qui vont initier la connexion avec l'extérieur, et donc le pare-feu ne va pas avoir la possibilité de protéger contre ça, puisque souvent ces backdoors vont utiliser, ces logiciels vont utiliser des protocoles et des ports qui sont par défaut, qui sont généralement autorisés par les pare-feux pour le trafic sortant, donc venant de l'intérieur vers l'extérieur, comme l'autorisation de tout ce qui est HTTP. Il ne peut rien faire si la conception ou la configuration du réseau est défectueuse. Donc, l'utilisation des éléments de sécurité comme les pare-feux, etc., se base aussi sur le fait qu'il y ait une bonne configuration de tout ce qui est utilisé. Ce n'est pas une alternative aux antivirus. Ils n'ont pas le même travail du tout, pratiquement. Enfin, ils n'ont pas du tout le même travail. Ils ne protègent pas contre les menaces de social engineering, puisque le social engineering généralement va utiliser complètement d'autres moyens. Il va utiliser la faiblesse humaine. Il ne protège pas contre les menaces. Non, ne peut pas prévenir que les utilisateurs avec modem de bypasser le pare-feu complètement. Imaginez que vous soyez vous êtes
Imaginez, vous êtes à l'université. Vous êtes connecté, vous êtes sur un des PC de l'université qui est connecté au réseau de l'université. Si vous connectez l'ordinateur, vous partagez votre connexion Internet de votre téléphone, par exemple, et que vous connectez l'ordinateur de l'USTHB à l'ordinateur de l'université au réseau que vous avez partagé grâce à votre téléphone, à ce moment-là, ben, le trafic ne va plus passer par le pare-feu de l'université, il va passer directement vers votre téléphone. Et donc, il ne peut rien faire contre ça, le pare-feu de l'université, imaginons. Il ne comprend pas le trafic tunnelé. Donc, si vous avez un trafic qui va utiliser HTTPS ou bien quelque chose qui va être chiffré, le pare-feu ne peut pas comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, puisque c'est chiffré. Il ne bloque pas d'attaque d'un niveau supérieur dans la pile protocolaire. Ça veut dire que si vous avez un pare-feu qui va juste faire un filtrage de paquets sans état, qu'est-ce qui va se passer? Si l'attaque est dans les données de l'application, comme par exemple vous avez une attaque de type injection SQL, l'injection SQL, cette attaque, elle va se trouver dans les données de la couche application. Et ben, le pare-feu qui fait du filtrage de paquets, ou à la couche 3, il ne pourra pas détecter l'attaque de type injection SQL. Donc, si l'attaque elle est dans un niveau supérieur par rapport à là où il est en train de fonctionner, il ne peut pas la détecter et donc ne peut pas la bloquer. Ce, si on a le temps par la suite, avant de terminer, enfin, par la suite, si on termine le cours avant, je parle pas d'aujourd'hui, je pourrais en parler. Donc, je vais voir, ça va prendre plus de temps pour en parler puisque il n'y a pas ça directement ici. Donc, laissez-moi, je vais marquer ça quelque part. Et on verra. Ensuite, les fautes ou négligences d'un employé ne peuvent pas être contrôlées par un pare-feu. Et les politiques impliquant l'utilisation ou la mauvaise utilisation des mots de passe et des comptes utilisateurs doivent être strictement appliquées. Donc, en fait, en réalité, bon, avant de continuer, en réalité, d'un point de vue général, la sécurité d'un système, et là je parle d'un système en général et non pas d'un système d'exploitation, ou si vous préférez, la sécurité d'une entreprise, là, elle va se baser sur plusieurs points et pas juste, par exemple, sur le pare-feu. Elle va se baser sur une sécurité physique. La sécurité physique est importante. Sur la sécurité... alors, quand je dis sécurité physique, c'est... J'avais parlé, je crois, rapidement de ça, je pense. Je sais plus. Euh, Par exemple, quand vous configurez le réseau Wi-Fi d'une entreprise, si vous avez besoin de mettre un réseau Wi-Fi, il faudrait que la portée du réseau Wi-Fi ne soit pas
ne déborde pas sur l'extérieur de l'entreprise, par exemple, l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise. Vous avez l'accès physique, vous avez les caméras, vous avez donc tout ça, ça fait partie de la sécurité physique, qui sont importants. Après, on a la sécurité du réseau et des systèmes d'information. Pour cela, on va avoir plusieurs points. On va avoir déjà la conception du réseau, première des choses. Donc, il faut penser à quand on va concevoir le réseau, si on est en train de concevoir un réseau, qu'est-ce qu'on va mettre où, quoi, comment. Penser à faire des coupures, donc des parties, des ségrégations avec des niveaux, des différentes zones de sécurité, par exemple. L'utilisation de pare-feu pour séparer ces zones-là, entre autres. Maintenant, malgré cela, vous allez avoir aussi des systèmes vous aurez besoin de tout ce qui est antivirus, enfin anti-malware, pour pouvoir permettre de détecter des malwares s'il y a des malwares qui arrivent. Vous allez avoir besoin de mettre en place finalement comment on appelle ça, la politique de sécurité. Déjà, quelle politique de sécurité on va choisir, et puis comment on va mettre en place cette politique de sécurité. Dans la politique de sécurité, on va avoir les droits d'accès, par exemple. C'est une des choses qu'on va prendre en considération. L'audit des droits d'accès doit être fait de manière régulière, puisque souvent, et j'en passe. Donc, on ne va pas se baser sur un seul élément pour avoir une sécurité du système global. Et tous ces éléments-là vont s'interconnecter d'une manière ou d'une autre. Et ils vont se baser les uns sur les autres pour pouvoir améliorer au maximum la sécurité de l'entreprise ou diminuer au maximum le risque que l'entreprise va avoir, le ou les risques. Donc, on a vu les différents types de pare-feu. Maintenant, un attaquant, généralement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'identifier le pare-feu ou d'identifier les règles de pare-feu qui sont utilisées. Quel type de pare-feu est utilisé, ou bien quelles sont les règles utilisées. Pour cela, il y a plusieurs techniques. On a le port scanning qui va permettre de nous dire finalement quels sont les ports ouverts, quels sont les ports dont le trafic est autorisé ou pas. On a le firewalking qui est le processus d'utiliser un analyseur de paquets un peu comme Traceroute pour vérifier si le paquet va être capable de passer à travers le pare-feu de la source de l'attaque vers l'hôte de destination, et le contrôle des ports ouverts sur la passerelle est fait grâce au firewalking. Il peut vérifier aussi si les paquets de données avec diverses informations peuvent passer à travers le pare-feu ou pas. Par exemple, si vous avez un pare-feu, un WAF qui protège contre les attaques d'injection SQL. Je reprends l'injection SQL. L'attaquant ne sait pas forcément que vous avez un WAF. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est qu'il va envoyer un paquet, enfin, il va envoyer une requête HTTP normale, il va voir que ça passe et qu'il a une réponse. Maintenant, il va envoyer d'autres types de requêtes HTTP, entre autres certaines qui vont avoir des injections SQL. Et il va voir si la première injection SQL ne marche pas, il va essayer de modifier pour trouver s'il peut contourner le WAF qui est mis en place. Parce que déjà, il sait comme quoi le pare-feu n'empêche pas les requêtes HTTP d'arriver. Par contre, quand il y a une attaque, il y a un problème. Donc, l'attaquant va essayer de modifier son injection SQL
pour essayer de trouver pour essayer de trouver une faille, un problème. Et donc passer au travers les règles de détection du WAF. On a le banner grabbing, qui va être une technique qui permet de détecter, je pense que vous l'avez vu au courant de l'année dernière, qui va permettre de détecter le système d'exploitation ou bien l'application ou les applications qui sont utilisées sur le serveur cible. Et cette attaque va passer au travers du pare-feu en utilisant une connexion qui paraît légitime. On peut faire le banner grabbing de différentes manières. Vous pouvez utiliser même Nmap pour faire du banner grabbing, ou vous pouvez juste envoyer une requête telnet, par exemple. C'est une des manières. Alors, bon, j'ai expliqué le firewalking un peu en détail juste avant. Donc, j'avais dit que ça permet de voir de tester les ACL de filtrage de paquets et de trouver finalement une manière de passer outre ces ACL. Et donc, on a l'autre firewalking, c'est l'autre qui est le système externe au réseau cible. Donc, c'est celui, par exemple, on peut dire que ça va être l'attaquant, d'où les paquets des données sont envoyés à l'hôte de destination. On va avoir l'autre passerelle, c'est le système dans le réseau cible qui est connecté à Internet et par lequel les paquets passent pour entrer dans le réseau cible. Et l'hôte de destination, c'est celui dont on veut finalement, à qui on envoie les paquets. Et le banner grabbing, j'en ai parlé. On a plusieurs manières de le faire. On peut utiliser par exemple le telnet, comme je vous avais dit précédemment, pour récupérer la bannière. Les services, alors les trois majeurs services qui envoient des bannières vont être FTP, telnet et web. Les contre-mesures existantes au banner grabbing, c'est vous avez la désactivation de la présentation du constructeur et la version dans la bannière, puisque si on a ces informations dans la bannière, ça va poser problème d'un point de vue sécurité. Ça permet à l'attaquant de savoir ce que c'est exactement et de pouvoir accélérer finalement la manière d'attaquer. Puisque si je sais, par exemple, que le serveur web va utiliser un serveur web Apache 2.2.4 et que je peux chercher directement les vulnérabilités de Apache 2.2.4, en cherchant les vulnérabilités, en fait, je peux retrouver les vulnérabilités et utiliser ces vulnérabilités pour faire mon attaque. Tandis que si je n'ai pas cette information-là, ça va être plus compliqué. Et donc, un audit régulier avec le scan de port et connexion, grâce à Netcat sur les ports actifs, permet de vérifier si on a des bannières qui sont actives ou pas. Et si on trouve des bannières actives ou des bannières avec des informations détaillées, on va pouvoir les modifier. Soit on désactive la bannière, soit on modifie ce qu'il y a dans la bannière. On peut faire les deux. Voilà, grosso modo. Donc, les ouvertures de brèches dans les pare-feux, la manière la plus facile et la plus utilisée pour un attaquant de passer au travers d'un pare-feu est d'installer un logiciel réseau sur un système interne qui communique en utilisant un port et une adresse qui est permise par la configuration du pare-feu. Je vous en ai parlé juste avant. Généralement, on va utiliser des backdoors, par exemple, qui vont, elles, se connecter à Internet. Donc, depuis le réseau interne vers Internet.
L'un des ports populaires qui est le plus utilisé, c'est le port TCP/80 parce que généralement, il est autorisé pour l'accès vers les serveurs web. TCP/80 ou TCP/443 pour HTTPS. Donc, plusieurs pare-feux vont permettre le trafic utilisant le port 80 par défaut. Parce que si vous interdisez le port TCP/80, imaginons que vous ayez un pare-feu qui protège des employés, des machines employées. Un employé, il doit pouvoir accéder à Internet, ouvrir des pages web. Donc, généralement, dans le pare-feu, on autorise le port TCP/80 et le port TCP/443. Pour autoriser, on autorise que la demande de connexion vienne de l'intérieur. D'accord? Pas qu'elle vienne de l'extérieur. Donc, si la demande de connexion vient de l'intérieur, le pare-feu va l'autoriser. Et si on interdit cela, si on veut couper cette possibilité, les employés vont tous vous appeler et vous dire pourquoi Yassi Mohamed ما قدرتش نفتح جوجل. وعلاه ما قدرتش نفتح جوجل؟ ما عاوش يمشي، ما عنديش internet. Même s'il a internet, mais pour beaucoup, le fait de ne pas pouvoir ouvrir une page web, c'est qu'il n'a pas internet. Et donc, c'est généralement là-dessus qu'on ouvre des brèches dans le pare-feu. C'est généralement de cette manière. Donc, on peut passer outre un pare-feu en utilisant un tunnel HTTP. Par exemple, vous avez l'HTTP tunnel qui crée un chemin bidirectionnel tunnelé dans les requêtes HTTP. Et les requêtes peuvent être envoyées via un proxy HTTP si vous voulez, ce qui peut être intéressant pour les utilisateurs situés derrière un pare-feu restrictif. Si l'accès web est autorisé à travers le proxy HTTP, il est possible alors d'utiliser HTTP tunnel et Telnet pour se connecter à un ordinateur de l'autre côté du pare-feu. Et on a plein d'autres types de portes dérobées ou de backdoor. Donc, par exemple, le reverse WW shell, vous avez dû le voir auparavant en TP l'an dernier, qui est une porte dérobée qui peut fonctionner à travers n'importe quel pare-feu qui autorise les utilisateurs à surfer sur le web. Et un programme est exécuté sur un hôte interne qui crée un processeur enfant chaque jour à un moment particulier, par exemple. Et pour le pare-feu, le process enfant agit comme un utilisateur utilisant un navigateur pour aller sur Internet. En réalité, cet enfant ce process va exécuter un shell local qui va se connecter à un serveur web opéré par l'attaquant via une requête HTTP qui paraît légitime. Et la réponse du serveur est en réalité une commande que le process enfant va exécuter sur la machine elle-même. On peut aussi utiliser des canaux cachés comme Loki qui va faire un tunnelage en utilisant un ICMP. Et là, ce sera les paquets ICMP et correspondance qui vont transporter la charge. Alors, il utilise l'ICMP, il utilise aussi le DNS Lookup Query and Reply. Généralement, ces trafics-là sont d'ordinaire autorisés. On peut avoir aussi le tunnelage ACK. C'est la même idée, sauf que ce qui va être utilisé, c'est l'ACK, les paquets ACK. Ici, il ne pourra passer qu'à travers les pare-feux qui n'appliquent pas leurs règles sur les segments TCP/ACK, par exemple. Et plein d'autres exemples d'outils permettant de faire des brèches dans un pare-feu. Avez-vous des questions ici avant de passer à l'élément suivant?